Comment mettre en place des modèles de deep learning tels que les LSTM, Long Short Term Memory, GRU, Gated Recurrent Unit, ou encore les RNN, Recurrent Neural Network, les réseaux de neurones récurrents? Comment est-ce qu'on les implémente en Python? C'est exactement ce qu'on verra ensemble dans cette vidéo du jour 24 du challenge 30 jours de deep learning où on passe ensemble de 0 à 1 en matière de deep learning en 30 jours. Si vous avez suivi les 23 premières vidéos, vous savez que lorsqu'on met en place des modèles de deep learning, le modèle le plus pertinent possible lorsqu'on travaille sur du texte, c'est ce qu'on appelle les réseaux de neurones récurrents. Pourquoi est-ce que les réseaux de neurones récurrents sont pertinents? Tout simplement parce que dans les couches, vous savez que les deep learning, il y a plusieurs couches, ok? Couche 1, couche 2, couche 3. On peut revoir ça ensemble. Un modèle de deep learning, par exemple ici, mais deep learning. On peut voir ensemble un modèle de deep learning, là, comme ça, avec plusieurs couches. Je vais mettre couche, comme ça, voilà. Tac, image. Vous voyez que dans le deep learning, on a un modèle qui ressemble à ceci. On a les données d'entrée qui contiennent les informations de départ, les caractéristiques. Si je souhaite générer du texte, les caractéristiques de mon texte. Il y a les inputs ici. On a les couches cachées et on a la couche de sortie. Ce qu'on a vu, c'est que lorsqu'on fait un modèle comme ceci, il n'y a pas la possibilité d'utiliser les données passées pour pouvoir prédire l'avenir. Parce que sur les données séquentielles, comme le texte, pour pouvoir prédire le mot suivant, j'ai besoin de contexte. J'ai besoin de savoir quelles étaient les phrases précédentes. Si je souhaite prédire des séries temporelles, j'ai besoin de comprendre quelles étaient les valeurs précédentes. Raison pour laquelle, au lieu d'utiliser ce type de modèle, on va plutôt utiliser ce qu'on appelle les réseaux de neurones récurrents qui, pour le coup, pour pouvoir prédire l'avenir, va stocker en fait en mémoire une couche de récurrence qui va contenir le contexte, les informations passées qui sont réutilisées pour pouvoir avoir l'output de la couche en question. Vous voyez l'idée? Donc, réseaux de neurones récurrents sont très pertinents lorsqu'on travaille sur des données textuelles. À quoi ça sert? Vous avez ici les exemples, classification des séquences, génération de texte ou encore prédiction des séries temporelles. Okay? Comment est-ce qu'on met en place les réseaux de neurones récurrents en Python? On va mettre en place une stratégie en 3 étapes. Première étape, ou bien 4 étapes, comme je le dis souvent. Première étape, il faut toujours commencer par définir votre problématique. On commence par le contexte. Sans problématique, aucun modèle n'est possible. Ici, nous, on souhaite en fait mettre en place ensemble un modèle de deep learning qui va permettre tout simplement de classifier si en fait la revue qu'on a mis en place sur un film est positive ou négative. Donc, on va développer, lorsqu'on aura une nouvelle revue, automatiquement notre robot d'IA va nous dire si la revue que l'utilisateur a laissée, c'est plutôt positif ou négatif. C'est ça le contexte. Étape 1, bien définir la problématique, bien définir le contexte. Deuxième étape, qu'est-ce que c'est? On va déjà rechercher les données. Pour nous, dans ce projet, les données sont disponibles sur Keras. Déjà, dans la vraie vie, vous aurez des fichiers avec le texte et autres. Mais ici, on a les données sur Keras, la base de données IMDb qui est très populaire. D'ailleurs, tous les codes que je vous présente, ils sont disponibles sur le GitHub de ce livre que je vous recommande d'acheter, Deep Learning with Python de François Chollet. Franchement, c'est assez simple, assez intuitif. N'hésitez vraiment pas, si vous souhaitez approfondir toutes les notions que je partage avec vous dans ce challenge, procurez-vous ce livre, ça coûte 50 euros. 50 euros, c'est beaucoup mieux pour pouvoir avoir une meilleure compréhension sur le sujet. Il y a la version 2 que vous pouvez également avoir. Parenthèse fermée, on importe la base de données qui est déjà disponible ici. OK? Dans la base de données, on va importer les séquences. On a la base de données, c'est ce que je fais ici, vous voyez ici. Je charge les données. Rappelez-vous qu'en deep learning, avant de faire n'importe quel modèle, on doit toujours commencer par diviser la base en train et en test. Pourquoi c'est important? Prenez le temps. Pourquoi est-ce que pour vous, ça peut être important de diviser la base en train et en test? Tout simplement parce que la base d'entraînement va nous permettre de définir en fait les caractéristiques, le modèle en question. Comment est-ce qu'on va générer si le film est positif ou négatif? C'est la base d'entraînement qui va nous le dire. Et la base de test permet de valider les performances du modèle d'entraînement. Si on a de très bonnes performances sur la base d'entraînement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans la base d'entraînement, on a à chaque fois une bonne prédiction que le texte était positif ou négatif, on va donc utiliser ce modèle pour tester sur la base de test et ensuite réaliser la prédiction, comparer base d'entraînement et base de prédiction. Donc ici, on récupère les input train, c'est le texte en question,
Y-train, c'est est-ce que le film est positif ou négatif. On fait la même chose pour la base de test. Donc, on récupère ici number box de feature. C'est le nombre de mots à considérer pour chaque film, en fait. Donc, si j'exécute ça, vous allez voir qu'en quelques secondes, on charge les données. On a les données disponibles. Donc, première étape, j'ai défini ma problématique. Deuxième étape, j'ai mes données. C'est ce que j'ai fait ici. 2500, 25 000, pardon. Une fois que j'ai ça, il faut savoir que lorsqu'on travaille sur du texte, la troisième étape va consister à faire ce qu'on appelle le pré-traitement des données. En quoi ça consiste sur le texte? Prenez le temps de la réflexion. Si vous avez suivi les 23 premières vidéos, répondez de votre côté. En quoi ça consiste le pré-traitement des données? Déjà, il faut déjà commencer par transformer le texte en vecteur numérique. Ça, c'est super important parce que pour faire les modèles de deep learning, il y a des opérations mathématiques. Et ces opérations mathématiques ne sont possibles que si on transforme le texte de départ en données numériques. Et une des étapes, c'est ce qu'on appelle le padding. Qu'est-ce que c'est? N'hésitez pas à revoir les vidéos précédentes pour bien comprendre le padding. Ça va consister tout simplement à faire en sorte que l'ensemble des vecteurs, on a exactement la même taille. Si ça n'a pas la même taille, si par exemple un vecteur a une taille 5 et un autre une taille 4, on va rajouter un 0 pour avoir la même taille. C'est ça le padding. Et c'est exactement ce que j'ai fait ici. Donc tous mes textes auront cette taille-là, 500. Vous voyez, 500 mots. Ici, j'exécute, j'ai réalisé mon padding. OK? J'ai pré-traité ma donnée. En général, on peut faire de l'embedding, c'est-à-dire transformer tous les textes en vecteurs numériques. Mais en Keras, il y a déjà un outil puissant qui nous permet de le faire. Donc ça, c'est la quatrième étape. On passe à la cinquième étape qui va consister à développer le modèle de deep learning en question. Je vous ai dit qu'ici, on va utiliser les RNN parce qu'on travaille sur du texte. Comment ça marche? Donc, déjà dans Keras, j'ai occupé Sequential qui permet de définir le modèle. Ici, je définis le modèle. J'ajoute ici une couche d'embedding. C'est quoi? C'est ce qui va permettre de transformer le texte en vecteur numérique de cette dimension 32. Donc, par exemple, bonjour sera un vecteur avec une dimension de 32. OK? Une fois que j'ai pré-traité ma donnée, je peux rajouter donc mon RNN, réseau de neurones saines. Vous pouvez rajouter autant de couches que vous souhaitez. Vraiment, je vous ai dit, en matière de couches, en deep learning, c'est une histoire d'art plutôt que de science. Donc ici, j'ai mis une seule couche de récurrence, là. OK? Oui, simple RNN. C'est ce qui permet en fait de faire la couche de récurrence. Une fois qu'on a ça, on ajoute la couche de sortie qui permet justement de prédire le texte, qui permet de réaliser la prédiction. Est-ce que le film est positif ou négatif? Sigmoïde, parce qu'on a deux modalités, Z-1, 1, 0, 1. Voilà. Une fois qu'on a défini le modèle, vous pouvez voir à quoi ressemble votre modèle. Tac, je vais copier ça. Je vais mettre ça ici. Voilà. Donc, une fois qu'on a défini le modèle, avec un modèle.summary, on peut voir le nombre de paramètres modèle.summary. Summary, comme ça. On peut voir le nombre de paramètres qu'on a entraînés. On voit qu'ici, on a 322 000 paramètres à entraîner. Donc, ce sont les poids qu'on doit estimer ou encore le biais. Comment ça marche? Il faut définir déjà la méthodologie qui permet d'optimiser les poids. RMS propre, vraiment, c'est la valeur sûre que je vous recommande. C'est recommandé d'ailleurs dans ce livre que je vous recommande. Il n'y a pas de partenariat. C'est vraiment un livre qui m'a marqué. Raison pour laquelle je vous recommande cela. Donc, dans ce livre, RMS propre, Binary Cross Entropy pour pouvoir justement la fonction de Peart et la métrique. Une fois que j'ai défini ça, je peux donc entraîner mon modèle avec les inputs, les Y, le nombre d'époques, la tâche du batch, et enfin, est-ce qu'il faut diviser en deux, apprentissage, validation. Donc, une fois que c'est bon, j'exécute, le modèle va être entraîné. Une fois que le modèle a été entraîné, comme c'est le cas ici, la prochaine étape va consister à vérifier que votre modèle n'a pas réalisé ce qu'on appelle le surapprentissage. Comment? Vous pouvez par exemple regarder, comparer l'accuracy sur la base d'apprentissage et sur la base de validation. On voit bien que l'accuracy augmente, ici ça augmente, après ça baisse, donc il y a un risque de surapprentissage ici. Mais quand je regarde les performances, vous voyez ici, on a 0,99 et 80. On peut faire ce graphique qui est juste là, dont je récupère ici. L'accuracy, la précision du modèle, à quel point le modèle est pertinent, plus c'est élevé, mieux c'est sur la base d'apprentissage. Je fais la même chose sur la base de validation. Ensuite, je récupère la fonction de Peart. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait ici cross and copy. Donc, c'est la fonction de Peart. Et cette fonction doit être la plus faible possible. Donc, je récupère ça sur la base d'apprentissage, sur la base de validation. Je récupère en fait l'ensemble de mes époques d'entraînement. Vous voyez ici, il y a
10 époques, donc c'est de 1 à 10 pour le coup. Et là, je mets en place un graphique. Pour chaque époque, on va représenter l'accuracy sur la base d'apprentissage et sur la base de validation. C'est ce qu'on fait ici. OK, là, apprentissage, validation. Et je mets un titre et une légende. Pareil, je fais la même chose pour la perte. Ça doit être la plus faible possible quand j'exécute ça. L'idée, c'est de valider mon modèle. Donc, on voit ici que l'accuracy sur la base d'entraînement, on ne fait qu'augmenter. Ça, c'est normal parce que plus on entraîne, plus les performances sont bonnes. Parfois, par contre, sur la base de validation, c'est plutôt ça aussi, plutôt moi, je dirais en fait qu'ici, on commence un peu plus ou moins à surapprendre parce que tantôt ça remonte, tantôt ça descend. Mais ce qui m'intéresse, c'est plus la valeur dernière époque. On m'a dit, on a à 0,80, ok? Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les RNN simples qu'on vient de développer ensemble ont un gros problème. C'est le problème de disparition de gradient. Plus, en fait, la séquence à retenir pour faire la prédiction suivante est longue, plus on a du mal à prédire. Donc, à long terme, ce modèle n'est pas très efficace. Pour travailler sur des textes, moi, je vous recommande d'utiliser ce qu'on appelle les LSTM, Long Short Term Memory. Comment est-ce qu'on met en place les LSTM en Python? On voit ça tout de suite. Les étapes sont les mêmes. Contexte, problématique, données, entraînement du modèle, validation et prédiction. Toujours. On fait ça, on va simplifier pour les LSTM pour que vous voyez. Donc ici déjà, je vous explique c'est quoi les LSTM. Il y a 3 portes cette fois-ci. C'est un modèle avec 3 portes. On a la porte d'entrée qui va contenir l'ensemble des informations qui doivent être ajustées dans la cellule. Ensuite, on a ce qu'on appelle la porte d'oubli, parce que lorsqu'on stocke des informations, il y a certaines informations qui ne sont plus pertinentes. Donc, il faut les oublier. On va les oublier dans ce qu'on appelle la porte d'oubli. Et enfin, la porte de sortie, qui va contrôler l'information de l'état de la sortie qui doivent être sorties de ce neurone. Vous avez un exemple de graphique qui est disponible sur Wikipédia, donc n'hésitez pas. 3 entrées, 3 portes, la porte d'entrée, la porte d'oubli et la porte de sortie. C'est ce qu'il faut retenir sur les LSTM et ça permet d'avoir une bonne mémoire à long terme. Comment ça marche sous Python? Vous avez le code ici, juste là. Donc, on crée notre modèle comme d'habitude. On fait l'embedding. Vous savez pourquoi est-ce qu'on fait l'embedding? Exactement. On réalise l'embedding pour transformer en fait le texte en données numériques de vecteurs de dimension 32. Et là, pour ajouter LSTM, c'est simple en fait. Vous voyez, il y a déjà LSTM que j'ai importé de Keras. Et enfin, je rajoute toujours la couche de sortie avec une fonction d'activation sigmoïde pour prédire 0 ou 1. Ensuite, je compile pour définir quels sont les paramètres d'optimisation. Ici, j'entraîne mon modèle avec 10 époques comme tout à l'heure. Donc, j'exécute pour voir, pour que vous montrez comment ça marche. Mais c'est ça le principe. RNN, dans la pratique, c'est très rare qu'on utilise ce modèle. Dans la pratique, il y a souvent les LSTM qui sont plus adaptés lorsqu'on a des données sur du long terme. L'entraînement du modèle est terminé. Comme d'habitude, on va regarder la valeur en fait de l'accuracy dernière époque. Vous voyez que avec les LSTM, on a un modèle qui est plus performant. Vous voyez, 88% d'accuracy sur la base de validation, alors qu'avant, on était à combien? On était à 20%, 80% d'accuracy. On a gagné 8 points. Vous voyez que ça permet d'avoir des performances plus intéressantes que le modèle de base qu'on avait. Quand vous avez fait, n'hésitez vraiment pas à toujours faire ce graphique qui permet de comparer l'accuracy sur la base de test et la base de validation. Vérifier qu'il n'y a pas de surapprentissage. On voit que peut-être à partir d'ici, il y a quand même un peu de surapprentissage. Il y a une grosse chute. Et voilà, donc ça, c'est ça. Avec LSTM, on améliore le modèle. OK? Donc, voilà globalement ce qu'on pouvait voir sur le LSTM. Et l'un des problèmes que j'ai mentionné ici sur le LSTM, c'est la complexité. Donc, il y a plus complexe, on a plus de paramètres. Vous pouvez voir si on a plus de paramètres, vous pouvez faire ceci. Regardez. Vous faites modèle.summary. OK? Comme ça. Et vous pouvez voir le nombre de paramètres à entraîner. Cette fois-ci, on est à 328 000 contre 322 000 sur le modèle qu'on a entraîné tout à l'heure. Donc, vous voyez ici, 322 000, 328 000, c'est plus complexe. Donc, pour réduire cette complexité, il y a une alternative à LSTM qu'on appelle les GRU, Gated Recurrent Unit, que vous avez juste là. Donc, il y a l'alternative à GRU que j'ai mis juste ici. C'est quoi? C'est Gated Recurrent Unit,
qui va donc permettre de résoudre le problème de simplicité des RNN et ce sera beaucoup plus simple que les LSTM. Pourquoi c'est plus simple que les LSTM? Vous avez, au lieu d'avoir 3 portes, on a 2 portes. La porte de mise à jour qui va contrôler combien l'état précédent doit être conservé et combien le nouvel état doit être ajouté. Et la porte de réinitialisation qui va contrôler de combien l'état précédent doit être oublié. Donc, vous avez la méthodologie ici. Donc, pour mettre en place GRU en Python, c'est simple, toujours les mêmes étapes. Vous avez GRU déjà disponible sur Keras. On va créer le modèle, on ajoute l'embedding pour transformer en vecteur numérique, on ajoute nos GRU, on ajoute une fonction dense d'activation pour la sortie finale. Et enfin, on va optimiser le modèle que je vais exécuter. Donc, on aura moins de paramètres que tout à l'heure. Donc, on entraîne le modèle. Et voilà comment est-ce qu'on met en place les GRU. Vous voyez que finalement, implémenter un modèle de deep learning n'est pas si complexe que cela. Implémenter un modèle de deep learning n'est vraiment pas ce qu'il y a de plus complexe. Ce qui est complexe, c'est bien comprendre vos données. Ce qui est souvent complexe, c'est bien comprendre la structure, l'architecture, la démarche méthodologique. Une fois que vous l'avez, moi je vous assure, vous vous en sortez dans n'importe quel projet. Dites-moi en commentaire si c'est clair pour vous. N'hésitez pas à partager vos retours parce que c'est important pour moi, pour le challenge, de voir ce que vous apprenez également dans le challenge. Donc, le deep learning ne doit plus être obscur. C'était ça l'objectif du challenge. Vous avez vu, on a déjà parlé des réseaux de neurones convolutifs, on a parlé des réseaux de neurones récurrents, des LSTM, les gros mots qui veulent dire des choses simples qu'on peut appliquer en lisant, bien évidemment, le livre que je vais vous montrer, Deep Learning with Python de François Chollet. L'entraînement est terminé. Maintenant, on va voir ensemble comment est-ce qu'on valide le modèle. Donc, la validation, c'est la même chose. On n'oublie pas de calculer ces deux coûts pour voir est-ce que les performances ont été améliorées. On voit ici qu'en termes d'accuracy déjà, on est légèrement supérieur. On est inférieur au modèle de LSTM, mais on est supérieur si on compare au modèle RNN simple. Donc, c'est un modèle qui est un bon compromis entre les deux. Voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Donc, n'hésitez pas, dites-moi en commentaire quelles sont les 3 principales portes dans des LSTM. Likez, commentez, partagez, parce que c'est comme ça en fait que vous soutenez la chaîne. Vos likes, vos commentaires, vos abonnements ont un impact significatif. Donc, n'oubliez pas, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez revoir l'ensemble de la playlist globale sur cette chaîne, regardez juste ici, il y a toutes les vidéos qui vous permettent de comprendre le deep learning. Pratiquez, 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 parce que c'est comme ça que vous allez progresser. N'hésitez pas, on s'abonne, on like, on commente, on partage, on fait tout ce qu'on veut, mais surtout, on prend bien soin de soi et on se donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo. Let's go! Bye!